Et si notre réalité n'était qu'une illusion? Sommes-nous soumis à un agenda qui nous dépasse? Des êtres multidimensionnels ou extraterrestres nous influencent-ils? Restez avec nous. Nous en discutons au Jukebox du Paranormal. Bonjour tout le monde, amis extraterrestres et toute autre entité dans une autre dimension. Aujourd'hui, on jase d'agenda extraterrestre au Jukebox du Paranormal, le meilleur show de l'extraordinaire francophone sur le web. Comment allez-vous, les amis? Super! Ouais, ça va, numéro 1. Excellent, je suis content de vous voir. Karine, as-tu un coup de cœur cette semaine que tu veux partager avec nous? Ben, moi, j'ai fait... tu sais, il y a des films qu'on aime voir et revoir, là. Ben, moi, je te dirais que cette semaine, je me suis tapé une rafale de E.T.'s Among Us sur Gaia TV. Donc, tu sais, juste pour me remettre dans le flow, dans le beat, tu sais, savoir... Parce que, bon, quand on regarde quelque chose, tu sais, on comprend un certain degré, puis quand on le revoit 2 ou 3 fois, on comprend d'autres degrés. Fait que c'est toujours comme super intéressant. Puis, tu sais, c'est des émissions tellement condensées qu'à un moment donné, tu sais, le cerveau, il débarque, là. Fait que... J'étais contente d'y revoir. Puis aussi, le cerveau, justement, comme tu dis, on retient juste comme quelque chose comme 20% de ce qu'on entend. Hein? Ouais. Fait que c'est fun de le revoir, des fois, on comprend d'autres choses. Hein? Ouais. François, de quoi t'as retenu cette semaine? Moi, je suis vraiment fier. Là. Moi, j'ai fini le livre La Lune, clé de la Bible de Jean Sandy, qui a été déposé en 1968. Quand même. Livre discontinué. Très intéressant. Il parle en gros de... dans le fond, c'est une hypothèse qui est faite avant l'arrivée d'Apollo sur la Lune. Lui, il disait qu'on trouverait l'Arche d'Alliance. Il disait qu'on trouverait des artefacts extraterrestres. Il supposait que les Elohim, parce que dans le livre, c'est comme ça qu'il est décrit, il dit qu'il se réfère au texte hébraïque du Pentateuque de Moïse, et dans lequel il explique que les Elohim... en quittant la planète il y a 8000 ans, ont laissé sur la Lune les liens nécessaires pour pouvoir les retrouver, si tu veux, ou pouvoir prouver le fait qu'ils étaient présents il y a 8000 ans. Ça fait penser très intéressant. Le film avec les Transformers. Entre autres, oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez du début de ça, ils vont sur la Lune pour aller voir les artefacts. Là. Ouais. Extraterrestre. Le début du film, j'ai bien aimé. Après, j'ai décroché un peu. Là. Moi, c'est pareil. Je suis quand même un peu de même. Donne-moi de quoi d'original au début, OK. Après, Transformers, quand on était kid, on jouait avec ça. Là, mais fait pas anodin. Dans plusieurs films de science-fiction, il y a certaines vérités. Hein. Oui, absolument. Le Deep State aime bien ça, glisser certaines informations là-dedans pour tranquillement amener le public à accepter ce qui s'en vient. Là. L'intelligence artificielle et dont... certaines races ont de la difficulté à se défaire des implants d'intelligence artificielle comme les dracos, tu sais, en passant. Je dis ça de même, là. Les cyborgs universels, il y en a. Hein? Les borgs dans Star Trek, c'est pas un hasard. Non. Non, mais tu sais, quand on parle d'agenda, c'est un peu ça. Tu sais, c'est que la plupart des choses qu'on voit dans la science-fiction, c'est des brides qui sont laissées aller au grand public pour les habituer tranquillement à comprendre une réalité. Ou plutôt pour s'assurer qu'ils sont capables de comprendre la réalité que le Deep State veut qu'ils adhèrent dans un certain futur. C'est pas pour nous narguer peut-être un peu, ça? Regardez ce que vous manquez, là. Une divulgation partielle, ça sert à préparer les masses en passant. Mais là, c'est à savoir quel agenda qui nous prépare. Là. C'est là la vraie question. Oui. Mais ça, on revient à l'agenda extraterrestre, parce qu'il y a un agenda, puis on va s'entendre tout le monde ici, c'est qu'on ne fera pas le tour du sujet ce soir. Là. Non. C'est trop vaste. Il y a beaucoup trop de races, il y a beaucoup trop d'agendas, il y a beaucoup trop d'histoires, de références. Fait que je pense que l'idée en arrière qu'on avait dès le départ, c'était de juste effleurer partiellement le sujet, mais d'y aller de façon intéressée puis amener certaines références au travers. Qu'est-ce que tu en penses, Karen? Ah, je suis tout à fait d'accord. Donc, juste en commençant par 3-4, ça va être assez pour aujourd'hui, je pense. On jasait. On parlait d'agenda, justement. Puis, Karine, tu avais amené l'idée. Tu as parlé des Pleiadians en premier. Là. OK. C'était un peu ça que
amené en premier. Donc, j'imagine que c'est quelque chose qui te tenait à cœur de parler. Ouais. Comme les plus connus aussi. Là. Ben, c'est ça. En fait, dans la culture populaire, les extraterrestres gentils les plus populaires sont les Pléiadiens et les Syriens, qui ont sensiblement le même agenda, sauf que ils sont plus allés vers un autre région du monde, parce que les Pléiadiens, comme les Syriens, comme les Blue Avians, comme les Anunnaki, font partie des races bâtisseurs. Tu sais, le monde pense qu'il y a juste une race de bâtisseurs, mais non, il y en a eu plusieurs. Pourquoi? Parce que ils faisaient partie de l'Alliance et de la Confédération galactique unifiée. Puis là, je vais vraiment prendre la peine de faire la différence entre les deux. Donc, l'Alliance a un agenda qui est beaucoup plus de défense militarisée. Donc, faut que vous sachiez qu'il y a certaines races qui sont beaucoup plus hostiles et qu'il y a des alliances qui sont là pour aider certaines planètes. Et nous, la Terre, on en fait partie. OK? Et la Confédération galactique unifiée, son agenda est beaucoup plus diplomatique, c'est-à-dire à faire en sorte que certaines races puissent avoir des accords, que ce soit des accords politiques, économiques, sociaux et compagnie. S'il y a une certaine race qui veut aller s'établir sur une autre planète, mais évidemment, doit passer par la Confédération galactique unifiée pour en parler ensemble. Et le head office, si vous voulez, de cette confédération-là ici, dans notre système solaire, elle est entre Titan et Jupiter. Donc, cette confédération galactique-là, où est-ce que plusieurs races, au-dessus d'une centaine, vont être là, utiliser les salles de meeting et discuter au point de vue diplomatique. Donc, c'est sûr que les Pléiadiens ont vraiment ces deux côtés-là, hein? Mais il faut que vous sachiez que l'agenda est aussi principalement pour élargir la conscience humaine au niveau du collectif. Et quand je dis collectif, je dis ça de façon massive, là, au niveau mondial. Donc, ils ont aidé l'humanité en tant que grand bâtisseur et aussi soutenir le programme Graines de Vie, hein, qu'on appelle The Seeds of Life. Donc, quand on parle dans l'époque sumérienne, mon François, tu sais qu'il y a eu certains dieux qui ont aidé avec l'agriculture, avec l'irrigation et tout ça. Donc, il y avait cet agenda-là qui a été, si tu veux, discuté à la Confédération galactique unifiée pour d'établir ce programme-là, si tu veux, un peu partout à travers le monde. Donc, et il y a aussi le programme de contacter. Alors, quand je dis contacter et non pas abduction, OK, il faut vraiment faire la différence. C'est super important de ne pas mêler les deux. Là. OK. Donc, les contacter, justement, avec les humains pour aider à atteindre la masse critique au niveau de développement de pleine conscience et de souveraineté énergétique en tant qu'humain. Et ça, c'est quelque chose, c'est un agenda qui leur tient vraiment très, très, très à cœur parce qu'il paraît que nous sommes la dernière planète dans l'univers à ne pas avoir atteint cette pleine capacité-là de pleine confiance et de souveraineté, si tu veux, au niveau de la masse. Il y a certaines personnes qui vont conscientiser ça, mais on doit être beaucoup plus... on doit être beaucoup plus nombreux parce que si on atteint la masse critique, mais c'est là qu'ils vont pouvoir agir directement avec nous parce qu'ils n'iront pas à l'encontre de notre libre arbitre. Et ça, il faut que vous sachiez que le libre arbitre est la loi numéro 1 de l'univers partout. OK? Donc, j'aimerais rajouter quelque chose, Karine, oui, sans vouloir te couper. Non, c'est correct. En ce moment, dans les agendas de moi, ce que j'ai trouvé un peu partout, c'est que la Terre étant la dernière place dans l'univers, l'univers, c'est grand en passant. 3D, là. Oui, c'est ça. Je dirais que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'on est, l'endroit qui est privilégié parce qu'on est l'endroit où les plus grands savants extraterrestres ont décidé de créer la vie. Ouais. On est le dernier laboratoire dans la galaxie, pas le premier, mais le dernier actif. Ça veut dire qu'on est l'expérience actuelle qui est en cours. Ouais. Donc, les agendas s'entrecroisent parce que c'est super important de réussir l'expérience. On s'entend que
si ça réussit ici, ça va réussir ailleurs, mais il faut quand même arriver au bout de l'expérience. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, puis c'est ce qu'ils ont fait aussi certaines races des Pléiades, c'est-à-dire qu'ils ont aussi eu une interaction avec le Secret Space Program pour des projets de rétro-ingénierie, mais surtout d'ingénierie, que ce soit au point de vue des vaisseaux, mais aussi au point de vue de d'autres technologies. Je t'arrête 2 secondes, ça me chicote, là, ce que tu viens de dire. Là. OK. Là, on parle, après Roswell, on parle que, il y a Area 51, c'est ça, là, il y a Area 51, là, maintenant, il y a plusieurs bases, plusieurs underground bases, puis il y a plusieurs endroits où est-ce que les intraterrestres sont, d'après les dires, sont actifs. On a une collaboration, d'après ce que tu viens de dire, des Pléiadiens, des Syriens. Et quand on parle des Greys, exemple, parce que je ne sais pas si ça dit quelque chose... l'ancien ministre de la Défense canadienne, Paul Hellyer, je pense. Oui, Hellyer. Hein? Yeah. Puis Paul, il disait que, M. Hellyer disait en conférence de presse qu'il y avait 4 races qui collaboraient avec les Américains. Il y avait, entre autres, il y avait les Grands Blonds, il y avait les Syriens, il y avait les Pléiadiens, puis il y en avait un autre, là, ça m'échappe. Là. Mais reste à dire que les Américains, dans le fond, leur bond technologique viendrait de là. Oui. C'est justement. Donc, il y a certaines acturiens et certaines races de Vega et de la Lyre qui sont plus, si tu veux, avec eux autres, qui ont contribué aussi. Et les Greys, en passant, il y a plus d'une dizaine de Greys différents qui collaborent ici avec les Américains. Donc, des petits et des grands aussi. Il y a des petits et des grands avec petite tête, avec grosse tête, avec 6 doigts, avec 4. Je veux dire, il y en a plusieurs de différents types, là, avec et sans conscience aussi. Et il y a certains Greys qui prétendent qu'ils sont nous dans 5 millions d'années, genre. Fait que, à un moment donné... ça me rappelle le podcast Time Traveler qu'on a fait. C'est intéressant, tu sais. Donc, à un moment donné, on essaie de suivre, mais c'est très difficile de suivre parce que c'est plein d'informations de plein de différentes personnes. Donc, il faut essayer de tout mettre ensemble, ce qui n'est pas évident. Donc, oui, vraiment, les quatre races que tu viens de dire, surtout les grands blonds, avec certaines races de Grey, avec les Pléiadiens, les grands blonds qui est une race des Pléiades en passant, et avec les Syriens. Donc, ça, c'est vraiment les 4 de type majeur, en général. Mais il faut que vous sachiez que les Pléiadiens, ils ont aussi un agenda qui est un petit peu plus noir, dans le sens qu'il y a au-dessus de 80 races extraterrestres dans les Pléiades. Donc, 95% qui sont vraiment de façon très positive. Et il y en a aussi un certain pourcentage, 5%, qui ont un programme d'hybridation non autorisé, c'est-à-dire qu'ils vont prendre qui vont enlever certaines personnes pour en faire leur esclave ou être vendus en tant qu'esclaves. Et ils vont aussi prélever des échantillons d'ovules et de sperme dans les abductions pour créer une forme d'hybridation non autorisée. Il y a aussi un programme d'implants et de vampirisme énergétique parce que certaines races pléiadiennes sont capables de se matérialiser 3D, mais sont aussi actifs en 4D, 5D. Et il va le faire aussi avec des implants. Donc, les implants font en sorte que ça ralentit notre processus de pleine conscience ou carrément le stopper parce qu'ils nous utilisent comme une batterie énergétique. Mais quand on jase d'implants, moi, je connais quelqu'un de très proche à moi, là, que je ferais confiance, je laisserais même la garde de mes enfants. Là. OK, bon. Et cette personne-là dit qu'il y a probablement un implant, là. Donc, je dirais, cet implant-là ne vient pas des Greys ou d'un vampire énergétique, d'après moi. En tout cas. Je veux dire, il y a plusieurs types d'implants. Il y a des implants physiques, il y a des implants astrales, puis il y a des implants au niveau... Il y a de l'aide qui peut être implantée, on s'entend. Oui, mais là, on n'appelle pas ça une implantation. On appelle ça un échange d'informations, ce qui est très, très différent. Mais un implant, ça va ralentir ou stopper notre pleine conscience ou certaines capacités d'état élargi de conscience ou carrément subtiliser notre énergie. Dans le fond, tout dépendant de la technologie puis l'agenda de la différentes races, on peut avoir affaire à certains implants qui ne sont pas positifs pour un être humain. Mais que la Confédération galactique, si je te suis bien dans ce que tu amènes,
essayent de défendre l'espèce d'uniformité du projet. Là. Ils veulent pas, ils n'ont pas nécessairement envie d'avoir de scraper la génétique terrienne. Un peu comme laisse-moi aller un peu plus loin. Là. OK. Ce qui se passe actuellement, l'espèce de vouloir scraper l'expérience médicale, pharmaceutique actuelle. Je ne donne pas de nom, je ne donne pas de date, là, mais je fais juste dire que il y a comme un espèce de game qui se joue actuellement. Là. C'est clair. Mais il faut que vous sachiez qu'il n'y a aucun implant de positif. Okay? Quand on dit implant, je veux que les gens sachent que c'est quelque chose de négatif parce que ça a été installé contre notre libre arbitre. Okay? C'est une modification ADN. Non. Non. Non, un implant va être juste là pour ralentir ou stopper, si tu veux, notre moteur énergétique terrien. Okay. Ou ça peut être un géotracker aussi. Okay. Aussi. Donc, mais puis là, c'est complètement différent de ce qu'on appelle les agendas d'hybridation, où est-ce que là, il va y avoir altération ou bonification au point de vue ADN. Mais là, il y a une différence entre hybridation contrôlée et supervisée et approuvée et une qui est non autorisée, si vous voulez. Donc, il y a certaines races, il y a certains pléiadiens qui ont un agenda d'hybridation approuvé et accepté. Et il y en a certains que eux autres vont le faire pour développer, si tu veux, une certaine classe sociale d'esclaves pour faire les travaux que certains ne veulent pas faire dans leur société. Mais j'ai une question là-dessus. Est-ce que ces groupes d'humanoïdes-là sont en guerre les uns contre les autres ou si c'est juste le seul but de tout le monde dans l'univers, c'est la Terre avec les humains? Non, ça serait très... ça serait vraiment égocentrique là, de dire ça. C'est une bonne question, là. C'est une très bonne question, mais c'est comme si... dans le fond, quelqu'un affirmait que la Terre, le Soleil tourne autour de la Terre en ce moment, c'est un peu le même concept. L'univers tournerait alentour de nous autres. Non, c'est ça. On n'est pas l'enjeu principal de l'univers. Non, c'est clair. C'est clair. On est loin de l'être. Demain, on dit... Comment? Ce qu'on comprend, c'est que l'agenda est pour nous autres. Là. Il y a un agenda pour nous, il y a un agenda de certains contre eux, contre nous, il y a un agenda égoïste, il y a un agenda altruiste, il y a un agenda. Il y a différents agendas. Et si je peux me permettre, je vais amener l'idée, je l'ai amené précédemment, mais je pense qu'on ne l'avait pas enregistré. Donc, je vais y aller comme ça, comme suit. Mettons, je prends la population des États-Unis. OK? Et je prends les Américains, puis je dis, mettons, le gouvernement américain veut envahir le Québec demain matin. Ils ont besoin de notre électricité, exemple. Ils veulent nos barrages. Là, ils rentrent les Marines ici, blablabla. Bla, bla, bla. Est-ce que ça représente, est-ce que cet agenda-là représente l'intérêt de chaque individu américain? Et est-ce que cet agenda-là représente 100% de tous les agendas américains vis-à-vis du Québec? Est-ce qu'il y a des agendas différents qui s'interposent ou qui s'opposent aux États-Unis par rapport à un geste semblable? Je pense que oui. Ouais. Donc, on y arrive, c'est dire que l'humanité, oui, elle est concernée parce qu'il y a des agendas actuels intergalactiques ou plutôt interplanétaires ou intersystèmes solaires, interraces, on va y aller de même, qui disent, hey, nous autres, on a investi. Moi, reprenons, je reviens à peu près à une image qui vient, là, c'est E.T. Tu sais, E.T., c'est un botaniste, OK? Le botaniste arrive, je ne sais pas sa race, Ken, tu vas peut-être m'aider là-dessus, mais le botaniste... Oui, c'est ça, il est quand même cute, hein? Oui, il est cute. Il arrive en Californie, il s'installe, puis là, qu'est-ce qu'il vient chercher ou qu'est-ce qu'il vient planter, on ne sait pas trop, mais il vient gosser avec des plantes. Donc, fait que E.T., son agenda à lui, c'est quoi? C'est un botaniste. Donc, lui, il vient, c'est pour la végétation qui est ici, mais par accident, il reste ici. Parce qu'ils ont été surpris par des Américains crinqués qui ont vu un vaisseau spatial. Bon, ceux qui n'ont pas écouté l'histoire, écoutez le film, c'est super bon. Moi, moi j'aime bien E.T., c'est bien le fun. J'ai pleuré, j'avais comme 10 ans. C'est cute. C'est moi tout, puis c'était vraiment cute. Puis, tu sais, donc, ça, c'est un agenda. Si on revient à notre agenda, ça, c'est un agenda. L'agenda botaniste. On a un extraterrestre ou on a une race. On n'a pas un. On a une race extraterrestre avec un type de vaisseau, avec une origine X. Mettons, exemple, il arrive de Sirius, une des lunes de je ne sais pas quel système là-bas, parce que Sirius est divisé en plusieurs systèmes. Fait que là, il arrive, mettons, Sirius B, puis, c'est ça, j'ai arrivé à 3, là, mais le troisième n'est pas confirmé, mais les deux confirmé. Confirmé?
confirmé. Oui, les Dogons, ils l'ont vu. Je ne sais pas quelle affaire les que tu as Dogons vue, là. disent que oui, mais les scientifiques ne sont pas certains. Parce que étant donné que le soleil est tellement dense, ils ne pensent pas que c'est un soleil, mais il y a un effet et les Dogons disent que ça joue comme un soleil pour eux autres dans ce système trinaire. Trinaire, oui, c'est ça. Parce que le système trinaire syrien, si on veut, il est... à la base, il était binaire. Mais en 1999, je pense que c'est ça la date. Là, je l'avais pris en note, mais en tout cas, je n'ai pas envie de chercher. Là. Je pense que c'est 1999. Il y a des scientifiques qui ont, des astronomes qui ont déterminé avec les passages. Tu sais, comment ils reconnaissent, c'est que les planètes, les étoiles, quand ils se croisent, tu es capable de déterminer combien il y a d'étoiles, exemple, dans un système. Tu sais. Tu en as une qui va vibrer ou il va y avoir un glimpse, quelque chose qui fait que, tu as une étoile qui passe devant l'autre. Tu sais. Puis là, tu peux déterminer le nombre d'étoiles dans le système par rapport aux distances de la vitesse lumière. Puis tout ça. Ils calculent. C'est ça leur job, eux autres, dans la vie, astrophysiciens. Là. Fait que l'idée en arrière, c'est ça. C'est que quand ils regardent où je voulais en venir, c'est juste que quand tu regardes un système comme le système de Sirius, c'est que les Dogons disaient ils ont 3 étoiles là-bas. Ouais. Donc, tu as une étoile principale, Sirius. Sirius B qui tourne autour, qui serait une naine pas achevée, une espèce d'étoile White Dwarf Star, exactement. Puis il y aurait la C, d'après les Dogons. Ça, d'ailleurs, c'est une peuplade du Mali. En Afrique. En Afrique, et qui a été découverte très sur le temps. Une des dernières a été découverte là, en Afrique. Là. Je pense au tournant du siècle dernier, 1900 quelque chose. Là. Et puis, bon, encore là, eux autres, on parle d'agenda. On parle encore d'agenda. Fait que si on vient aux agendas, parce qu'il ne faut pas perdre le focus. Hein? Oui, c'est ça. Ouais, mais je vais juste rajouter une parenthèse. Pourquoi que les Syriens sont beaucoup très impliqués, c'est que pour faire le lien avec les Dogons, c'est qu'ils ont raconté à ce peuple du Mali-là que notre soleil faisait partie de la constellation de Sirius et elle s'est séparée de Sirius. Donc, on est considéré comme une planète, un système, si tu veux, frère-sœur avec Sirius. Le pourquoi qui ont toujours été très, très, très présents pendant des millions d'années avec nous. Donc, c'est dans ce sens-là. Puis, à partir de là, les Syriens, ils ont si tu veux, ils ont partagé avec les Dogons que dans les peuples bâtisseurs, il y avait Osiris qui venait de Orion et Isis qui venait de Sirius et qu'ensemble, évidemment, on connaît l'histoire égyptienne, mais ça veut aussi dire que ces deux races de bâtisseurs-là travaillaient de pair ensemble, si tu veux, dans les races de bâtisseurs. Donc ça, c'est vraiment là l'agenda là, très vite, très survol des Pléiadiens puis des Syriens. Oui, puis quand même, je vais en rajouter une petite couche. Vas-y. Je dirais que... On se garde. Quand on regarde les ceintures de... Quand on regarde Orion, là, ceinture d'Orion, tu vois les 3 étoiles, puis les 3 étoiles de la ceinture. Ça, c'est en passant, c'est une constellation qui est hivernale au Québec. En tout cas, en Amérique du Nord, c'est une constellation hivernale. Tu sais, quand on arrive à l'automne, fin de l'automne, on voit tout d'un coup Orion sortir là, du côté sud. Là. On l'observe. De l'autre bord, on a la grande ours, l'ours polaire, puis toute la patente. Là, c'est super cute. Non, mais par ciel clair l'hiver au Québec, c'est hallucinant là, ce qu'on peut voir. Là. C'est vraiment beau. Là. C'est majestueux, c'est big. Là. Ah, c'est énorme. Là. Orion, là, c'est incroyable. Et tu as le système pléiadien qui est juste à la gauche de ça. Et puis, encore là, c'est encore aussi majestueux. Là. On a un spectacle au Québec là, hallucinant. Fait que, je voulais amener cette petite couleur-là, le fait de dire que moi, des fois, le soir, là, je sors l'hiver, là, puis je regarde ça, puis wow, ça flash de tous les feux. Ah, c'est clair. Puis je veux dire, Sirius qui est dit la plus brillante, donc pour ça qu'elle est au cœur de beaucoup de mythes, de légendes, d'histoires là, partout à travers le monde, parce que c'est une des premières, si tu veux, étoile les plus brillantes qui apparaît après Vénus, donc qui est quand même bien. Oui, puis Sirius, c'est une des planètes une des étoiles les plus proches. On parle de 8 années-lumière, 8,62, je pense, années-lumière. 2 années de plus que Alpha Centauri. Wow. Bon,
Alpha Centauri qui est à peu près 6. Ouais. Ah, ben, OK. Ben, 4.25, j'ai vu tantôt. Ouais, moi, j'ai vu OK. 3.25, là, mais en tout cas. OK. À vérifier. OK. Mais écoutez, non, mais je comprends, là, mais c'est des étoiles qui sont relativement proches par rapport à une courbe espace-temps. Tu sais, je veux dire, ça se voyage avec une technologie adaptée. C'est juste que nous autres, on pense que c'était impossible parce que le monde réfléchisse avec. C'est normal. On est dans un système qui ne veut pas ça. Tu sais, ils ne veulent pas qu'on. C'est important pour l'agenda politique humaine de nous garder dans une espèce de mentalité des années 60. C'est impossible. L'énergie zéro n'existe pas. Ça, c'est encore une forme d'agenda. Là. Ouais, c'est clair. Quand on parle d'agenda, c'est toujours ça. Ouais. L'agenda extraterrestre n'est pas... Puis ça, c'est le fun. L'agenda extraterrestre n'est pas étrangère à l'agenda terrienne. C'est que les hommes, même entre eux, certains hommes étant influents et sachant les agendas extérieurs, utilisent ce concept-là pour dominer certains humains sur Terre, la masse, on s'entend, des milliards de personnes, et c'est à leur avantage. Mais c'est clair, parce que du moment qu'un humain atteint sa pleine conscience et sa souveraineté, il n'est plus controlable et manipulable. Donc, il a zéro agenda politique. Non, puis là, ils vont le mettre en prison en disant toi, on va te. Toi! On va te mettre en prison parce que tu ne penses pas comme nous autres. Je veux dire, ça a été comme ça pendant au moins depuis les années 20, 30, 40. Là. C'est pire que ça avant, il est brûlé. Aussi. Non, on disait cartel, on fait n'importe quoi. Surtout que tu ne penses pas comme le roi ou comme le pape. C'est clair, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que la majorité des agendas extraterrestres veut qu'on en arrive là, mais c'est pas eux autres. C'est pas à cause des agendas aliens qu'on n'est pas rendu là, c'est à cause des agendas terrestres. Oui, qui sont influencés, par exemple, parce qu'il y a des intérêts. Il y en a qui pensent que l'enjeu n'est pas gros, que la vie, c'est... énorme! Moi, ça me surprend toujours quand j'entends dire « Ouais, mais ça a toujours été comme ça. » Ah oui? Ça a toujours été comme ça? Oui. Okay. Donc, on faudrait continuer comme ça pendant combien de temps? Non, mais c'est parce que... l'enjeu est énorme. L'enjeu n'est pas nécessairement juste par rapport à notre petite personne, notre petit égocentrisme, dans le sens que moi, tant que j'ai de l'épicerie, puis un char, puis une maison, puis que je peux écouter Star Academy, tout est beau. Ouais, c'est bien le fun, tout ça, là, mais l'enjeu te dépasse infiniment. Je veux dire, tellement plus grand de ce que l'on pense. Je veux dire, c'est vraiment incroyable. Puis là, mais tu sais, si on vient, mettons, à l'agenda des Blue Avian, qui, tu sais, eux autres sont arrivés vraiment en 1984 avec la loi de l'un, qui a soutenu l'agenda pléiadien syrien, qui sont arrivés en masse au point de vue des incarnations terrestres. Quand on parle de Starseed, c'est que il y a des âmes pléiadiennes et syriennes qui ont décidé de s'incarner au niveau terrestre, si tu veux, donc qui est arrivé avec une très, 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 très grosse vague, si tu veux, de ces personnes-là. 1984 qui a été une année, ça a été une très, très, très grosse année. Je veux dire, c'est un des derniers gros booms, si tu veux, avant 2012, 2018, 2020. Explique-moi pourquoi 1984. 1984, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont été révolutionnées, que ce soit au point de vue de la pop culture, au point de vue de l'éveil des masses, au point de vue de certains whistleblowers qui ont commencé à rentrer, frapper fort au niveau de la masse, certains militants qui ont décidé de leaker certaines informations. Est-ce que George Orwell avait un rôle à jouer dans 84? Oui. Je pense que oui. Et l'album de Van Halen qui s'appelle 84? Non, mais je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce que ça a été une année très importante pour un certain niveau d'éveil des consciences au niveau de la masse. OK? Dites-vous bien, quand on met une date à quelque chose, c'est parce que les gens ressentent qu'il y a quelque chose de grand qui se passe là. Donc, oui, évidemment,
évidemment Orwell qui a vraiment eu ça, mais je veux dire, il y en a plein d'autres aussi, que ce soit des auteurs ou que ce soit plein d'autres. Au point de vue de la science, 84, c'est quoi? C'est quasiment l'arrivée de la découverte ADN des cellules souches. Je veux dire, prenez tout ça en considération. Il y a eu beaucoup de choses. Ça a été une révolution incroyable, au même type que la révolution industrielle sur beaucoup de niveaux. Générationnel, là. Ça a changé. Ouais, c'est ça. Les Blue Avians, c'est juste pour mettre dans le contexte, là, c'est pas une race, exemple, qui est comme les Grey ou. Non. Je les vois comme Avatar. Ouais, mais écoute, c'est pas impossible dans le sens de la troisième dimension, mais c'est souvent des êtres qui sont multidimensionnels. Ils sont majoritairement multidimensionnels. OK? C'est pour ça que les contactés doivent arriver à un certain niveau de fréquence pour qu'ils puissent augmenter en fréquence puis avoir comme un milieu, si tu veux, entre les deux. OK? Et ce n'est pas tous les contactés qui ont eu un contact direct avec les Blue Avians. Les Blue Avians, c'est une race mi-oiseau et mi-humain. OK? Et qui sont des êtres généralement entre 6 et 10 D et qui ont toujours contribué au développement de la pleine conscience au niveau soit des fréquences, au niveau de l'ADN, puis au niveau, si tu veux, au point de vue des états élargis de conscience. Les Blue Avians, on a pensé que, parce que c'est arrivé vraiment plus dans les fins des années 90, début 2000, où est-ce que Corey Goode a été un des premiers à en parler, mais il commence à découvrir qu'à Göbekli Tepe, il a trouvé des artefacts où est-ce qu'on voit ce genre de alien-là, si tu veux, sur le site. Les Blue Avians ont toujours été ceux qui étaient en backstage, si tu veux, mais qui ont toujours été là au point de vue de la fréquence à faire en sorte que tout se passe bien. Tu sais, comme un peu, tu sais, comme le technicien, il ne run pas le show, mais si tu n'as pas de technicien puis de régisseur de plateau en arrière, le show va pas bien. Hein? C'est un peu ça ce qu'ils font les Blue Avians. Ils ont commencé à être beaucoup plus impliqués. Pourquoi? Parce que l'éveil des masses a dépassé le seuil critique. En passant, c'est pour ça qu'on voit énormément d'apparitions de type CE1 à CE5 partout depuis au moins les 5 à 7 dernières années. Mais là, c'est leur rôle embarqué, plus dans l'enseignement. Comment arriver à augmenter la fréquence, comment arriver à avoir des états élargis de conscience qui est la télékinésie, la télépathie, être capable de se centrer pour être capable d'augmenter en fréquence, puis être capable d'arriver, si tu veux, à expliquer aux gens terrestres comment on va ascensionner de façon massive vers la 5D. Donc, c'est vraiment ça leur travail. Mais il reste que l'ascension qu'on jase aussi. Là, juste pour... écoute, je vais te donner mon point de vue là-dessus. Là. Oui, il y a l'ascension spirituelle, c'est une chose. C'est très important. Je veux dire, tout le monde doit être meilleur, devenir la meilleure version de lui-même à tous les niveaux. Ça, je suis totalement d'accord avec le principe. Reste qu'au point de vue dimensionnel, matériel dans lequel on vit, il y a quand même une espèce de fenêtre d'opportunité parce que c'est quand même très important aussi. C'est pas parce qu'un être n'est pas nécessairement très spirituel qu'il n'ait pas de valeur, tu comprends? Je sais que tu comprends, mais ce que je veux dire par là, c'est que ma perception des choses, à travers mes lectures ou mes connaissances, c'est que je me rends compte que le message, c'est carrément ça. C'est dire, tout le monde est bien compris là-dedans. Il n'y a pas personne qui est laissé de côté si tu n'es pas assez élevé spirituellement. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'être heureux en bout de ligne. C'est d'avoir une humanité ouverte, sur les autres humanités, une humanité dans laquelle on peut progresser à être créatif. Et puis d'ailleurs, les humains ont fait la jalousie de plusieurs races à travers la galaxie, juste à cause de ça, notre créativité. On est hyper créatifs, les humains. On a une dimension où est-ce on aime tellement une personne qu'on serait prêt à sacrifier notre vie pour l'autre. Ça devient notre propre agenda aussi. C'est ça. Mais je veux dire, pour les Blue Avians, cette compassion et cette empathie-là, elle est très, très, très prisée. Et pas dans le sens qu'ils nous envient, mais nous disent, c'est tellement beau ça en l'humain. Je veux dire, c'est ça. Faut pas le perdre. C'est comme non, faut pas. C'est comme si je regarde mon chat Léo. Okay? Je regarde mon gros matou, puis là, il est fin à soir. Il ne mord pas, il est super gentil.
Je me dis, tu sais, je te garderais de même pour toujours. Je vais tout faire. Mais tu sais, c'est un peu ça le principe. On veut t'enrober. Mais là, dans le fond, on ne veut pas enrober l'individu. On veut enrober la communauté. On veut enrober l'humanité. On veut faire grandir l'humanité parce qu'on sait que les hommes, les femmes, l'espèce humaine, elle est extraordinaire et unique. Ouais. C'est une création unique à travers la galaxie. Il n'y a pas d'autres races. Pour être clair, il n'y a pas d'autres races créées qui sont identiques à nous. Nous sommes les seuls qui se ressemblent comme ça. Ouais. Qui ont été créés. Il paraît. Ouais. Nous sommes les seuls. Est-ce que les autres races sont le fruit du hasard et nous, on est juste une création? Oui, bien ça, c'est l'œuf et la poule. Hein? Ouais. C'est ça que je m'en allais dire. C'est correct. Alors, pour revenir à l'agenda, les Blue viennent aussi en contact très, très serré avec les personnes de l'intraterre 3, 4, 5D, évidemment. C'est eux autres qui vont supporter aussi l'agenda de la Confédération galactique unifiée. Pas juste au niveau, si tu veux, des humains, mais aussi en relation avec l'intraterre qui peut aider l'agenda pour la transition en 4D, 5D. Puis, une des premières personnes, si tu veux, public whistleblower de crédibilité qui en a parlé des Blue Avians, c'est Corey Goode, vraiment dans les années vraiment 2010, 2011, 2012. Donc, juste pour la curiosité, là, Corey Goode. Goode, G-O-O-D-E. Oui, G-O-O-D-E. Ce monsieur-là, il vient de où? Il fait quoi? Ben, c'est un ex-militant qui a fait, si tu veux, 2 missions de 20 ans rétroactifs. 20 ans rétroactifs, c'est-à-dire qu'il fait 20 ans et on l'a rajeuni jusqu'à temps de 20 ans de moins pour les 20 ans de service qu'il a offert. Et lui faisait partie du Secret Space Program. C'était un empath. Donc, lui, il soutenait, si tu veux, au point de vue de l'Alliance et de la Confédération galactique, à savoir si les entités avec qui certains militaires avaient des entretiens, disaient la vérité ou pas parce qu'il était empath, si tu veux, puis à soutenir certains programmes, que ce soit sur la Lune, sur Mars ou sur Titan, donc ici dans notre système solaire. Donc, empath, ça veut dire? Empath, ça veut dire empath ou empac? E-M-P-A-T-H? Oui, empath. Ouais. Donc, empath, ça veut dire c'est un clair ressenti. Oui, c'est ça. C'est-à-dire. Si tu l'image, je le sais tout de suite. C'est ça. Donc, un clair ressenti, il va être capable de le ressentir, mais comme Corey Goode était capable d'avoir une certaine image et il pouvait avoir une certaine écoute aussi. Donc, ses capacités, si tu veux, d'état-énergie de conscience étaient vraiment très, très, très fortes et c'est lui qui était une des personnes autorisées dans justement ces rencontres intergalactiques-là. Donc, ça en prend du monde comme ça pour être capable de décoder les intentions. Les intentions, attention des autres personnes. Donc, c'est vraiment majoritairement, si tu veux, sa mission. Quand on est rajeuni, si tu veux, il y a aussi des ce qu'on appelle, il enlève ce 20 ans de mémoire-là dans le cerveau, mais Corey Goode s'est réveillé un matin puis il commence à se souvenir de tout et de toutes ses missions. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à les raconter parce que tu ne signes pas de nom de divulgation quand tu es quand tu es rétrogradé, si tu veux, rétro-ingénieré, si tu veux, un rajeunissement. Et c'est pour ça que ça a été un des premiers à en parler vraiment de façon ouverte, si tu veux, du C'est pas le seul, par exemple. Hein? Non, mais ça a été un des premiers. Okay. Ça en prenait un qui, si tu veux, qui brise la glace. Alors, ça a été d'ailleurs, tu as parlé, Karine, de Mars. Puis là, tout d'un coup, ça semble un petit peu sorti de nulle part. Mais je vais juste... je vais vous amener un article qu'on mettra, Guy, en lien. L'ancien... je vais te le lire en anglais, là, puis on pourra traduire. Le former Israeli Space Security Chief says... Extraterrestrial exists and Trump know about it. Puis, il va aller plus loin là-dedans. Alors, le commandant en chef du militaire de l'Israël dit que les extraterrestres existent et que Trump le sait. OK. Puis après, dans l'article, il fait référence au fait qu'il y a une base sur Mars. Oui, depuis 1960, entre 60 et 70. Oui. Son nom, il y a combien de monde là-bas?
On estime je vais juste dire son nom pour les références. C'est Ham Eshed. OK. Bon, c'est clair au moins. À date, on estime qu'il serait entre 900 000 et 1,2 million d'humains sur la planète Mars. Wow! Malheureusement, la majorité sont des esclaves dans les mines. Pour vrai? Oui. Donc, le film John Carter, c'est vrai? Donc, il y a une partie qui travaille dans les mines, puis il y a une partie qui travaille en tant qu'esclave pour des programmes scientifiques sur Mars. Comment ça s'appelait avec Arnold Schwarzenegger? C'était Total Recall. Total Recall. Oui. Un grand classique. Un grand classique. Mon grand classique. Okay. Ouais, mais tu sais, des films comme ça, il y en a un peu un autre. Puis t'es là, puis là, à un moment donné, tu te dis, OK, ça se peut-tu un humain sur Titan, blablabla. Puis il y a un film qui est sorti dans les dernières années que c'était ça. C'est un expérience. Je me souviens pas du titre, là, mais c'est ça. Je l'ai écouté, là, mais c'était genre un militaire, puis là, il faisait une mutation génétique, puis là, il transformait un peu, puis il chipait sur Titan, puis finalement, c'était, il s'en allait en mission là-bas, puis il devenait un Titan. Bon, un Titan, je sais pas comment tu dis, un terrien, un titanien, ou en tout cas quelque chose de même. Mais tu sais, je veux dire, le head office de la Confédération galactique qui est vraiment à Jupiter, puis là, on voit de Jupiter Ascending, c'est quand même assez incroyable. Hein? Donc, il me reste un dernier agenda à vous partager, qui est vraiment l'agenda Aquafarian. Et les aquafériens, si vous voulez, est une race aquatique. Et le pourquoi que je veux en parler, c'est que savez-vous que 70% des UFOs aux États-Unis sont en fait des USOs, c'est-à-dire que c'est des ovnis qui entrent ou qui sortent de grandes surfaces d'eau, que ce soit les océans ou les grands lacs. OK? Donc, 70% s'en va dans l'eau. OK? Et ils ont des bases vraiment souterraines dans l'océan. Et en passant, on a découvert seulement 5% de toute l'immensité des océans. Donc, il reste encore un 95 qu'on ne connaît pas. Ouais, okay? C'est creux, hein? C'est creux longtemps. Donc, à partir de là, si tu veux, le MUFON, qui est un site que je vous encourage à aller regarder, ils vont toutes vous les détailler. Il y a des personnes aussi qui vont témoigner, que ce soit les CI 1 à 5, si vous voulez. Et il y a une belle carte où est-ce que vous pouvez aller voir tout ce qui a été observable avec des photos, avec des témoignages dans toute la partie à travers le monde. C'est magnifique, des heures de plaisir, OK? Karine, c'est extraordinaire comment tu amènes ça. I know! Moi, je suis comme... Wow! Moi, je suis là. Non, mais t'es en feu! Donc, là, ce qui est vraiment important, je vais vous donner les endroits où est-ce que les USOs, on les voit le plus souvent. Donc, et vous allez voir, dans ces endroits-là, il y a aussi beaucoup d'activités militaires américaines. Donc, on parle de Porto Rico, Hawaï, Santa Carolina, la mer des Baltiques qui est vraiment avec la Russie. Fait que les Américains, ils vont pas là. Hein, c'est plus les Russes, la mer Méditerranée et l'île Catalina. Donc, ils estiment qu'il y a beaucoup de recherches de MUFON Association qui prétendent que les bases se situent dans ces environs-là parce que c'est là qu'il y a eu des apparitions le plus souvent, si vous voulez. Et pourquoi que je parle des aquafarians, à quel point c'est important, c'est qu'ils sont une race qui a un tout autre agenda. Donc, il faut que vous sachiez que les émotions au niveau du collectif et du mondial agissent sur le climat. Ah, tiens. Fait que là, pourquoi qu'ils veulent nous... Le climat. Qu'ils veulent nous pousser dans la gorge l'agenda climatique On est en danger, mondial. hein? Ouais. Non, mais toutes les émotions, OK, vont affecter ou pas le climat. Et si vous trouvez que je délire, googlez Yamato Musashi, qui est un samouraï japonais et qui était capable de commander la pluie ou de vraiment arrêter la pluie et de contrôler le climat. Fait que le petit monsieur, qui faisait peut-être 4 pieds 9, là, mais il était capable de faire ça. Oui, okay? Mais t'as peu, là, dans l'histoire, il y a d'autres personnes qui ont été capables de faire ça. Tu me rappelles Mr. Jesus Christ. Ah, Jesus Christ! Hey, lui, oui! Là, il était sur la barque avec sa gang, puis il a dit à l'orage d'arrêter pour vague de se calmer. Puis ça a été terminé. Ça a été terminé. Donc, ce que je veux dire, c'est que les aquafarians sont capables d'avoir, par leur niveau de conscience, si tu veux, d'altérer le climat. Et pourquoi le climat est présentement, si tu veux, saccagé? Bon, on ne peut pas dire saccagé, elle est en transition. Il faut que vous sachiez que dans toutes les planètes, OK, qu'on vous a dit, que ce soit Sirius, Pléiade, Arcturien, Vega, Lyre, Cygne, les 4 saisons n'existent pas. Parce que, rendu à un niveau d'énergie de conscience, c'est-à-dire que le temps s'auto-régularise. Mais pour arriver à cette transition-là, si tu veux, les aquafarians doivent
tweaker un peu. OK, pour il triche un peu, là. C'est pas nécessairement. Bon. Et c'est pas juste une notion géostationnaire. Non, c'est clair. Mais où est-ce qu'il tweak? OK, je veux dire, le climat de la Terre est régularisé par les courants marins des océans. Voilà. Et il faut que vous sachiez que pourquoi il parle de changement climatique, c'est que les courants, OK, contrairement à ce qu'on pensait que le courant allait suivait comme ça, mais non, ils sont aussi circulaires. Donc, c'est comme des huîtres qui font ce globe. Donc, c'est ça. Ce qui est chaud devient tiède et devient froid. Il change, puis il se promène. Mais si vous voulez régulariser tout ça, c'est les aquafarians qui travaillent vraiment là-dessus. Et oui, le pôle sud, le pôle nord, fond et... Le magnétisme. Il y a un paquet d'éléments là-dedans. Là. OK. Mais le but, c'est d'arriver à une température de 22 à 24 degrés, 26 degrés partout dans le monde. Ça serait tellement agréable. OK? Donc, non, moi, j'aimerais ça au Québec. Au moins, j'en viens en cocoon. Non, pensez-y, là. Le problème, c'est qu'il va falloir que je trouve une utilité à mon poêle à bois rendu là. Ah, c'est encore lisse. Arrête-moi ça, ton poêle à bois. J'aime mon poêle à bois. Non, mais anyway, il fait assez frais des fois. Là. Okay, mais en ce moment, c'est très pratique. Mais si... par rapport au contrôle de température, c'est une chose. Oui. Si tu prends en considération que l'ensemble du système solaire a des changements géothermiques en ce moment. Oui, c'est clair. Bon. Sans aller dans les détails, sans être obligé d'amener parce qu'il y a certains scientifiques récemment encore là, à Oxford, là, des astrophysiciens qui disaient « Hey, on a peut-être vu de quoi s'en venir. Là. Il semblerait avoir... » Parce qu'on a un problème de masse totale dans notre système solaire. Ça veut dire que techniquement, il manquerait, théoriquement, il manquerait la masse nécessaire pour expliquer la rotation des planètes autour du Soleil. Il manque comme tant, mettons, de milliards de masses. Puis il disait, mais comment ça qu'on est dans cette position géostationnaire-là? Pas géostationnaire, on bouge, mais comment ça on est en circulaire autour du Soleil de cette façon-là? Ça ne s'explique pas au nombre de planètes puis la masse présente dans le système solaire. Et les télescopes sont pointés en direction d'un système qui apparenterait à une étoile binaire. Ça veut dire que notre système ne serait pas seul. Notre Soleil aurait un frère ou une sœur qui serait en rotation autour de lui ou d'elle. Je ne sais pas, le Soleil, on dit Soleil, mais ça peut être... peu importe. Je lance, on dit que Sirius, parce que justement, on faisait partie d'un soleil à Sirius, peut-être que c'est une théorie, mais je veux juste vous dire que la ceinture d'astéroïdes, c'était une planète avant qu'elle explose. Oui, elle a été désintégrée, mais justement, avec la grosse guerre qui s'est passée sur Mars, c'est le pourquoi ils ont perdu, si tu veux, leur atmosphère. Mais il y a une autre théorie aussi, c'est... Oui. Là, on est en train de s'éloigner de l'agenda. Mais attends un petit peu. Je veux juste finir. D'après les Sumériens, ce qui est arrivé, c'est que les deux systèmes ont rentré en collision avec l'autre. OK. Mais bon, OK. On continue dans les agendas. On était dans les aquafarians. Mais c'est ça. Donc, l'agenda qui est aussi de neutraliser les attaques sonores des militaires. Il faut que vous sachiez que les sonars, ils font beaucoup d'expériences pour essayer de neutraliser, si tu veux, leur bateau pour pas qu'ils soient indétectables dans les sonars, mais ça a un impact complètement très, 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 très négatif pour la faune et les mammifères marins, dont les grands mammifères marins. OK, on parle des baleines, des dauphins, qui, selon certaines théories, viendraient d'une autre planète, dont Sirius, et que dans le fond, eux autres, leur chant, si tu veux, aiderait, si tu veux, à augmenter en fréquence et aura un impact incroyable sur les fréquences humaines. Donc, moi, une question fascinante des baleines. Ceux qui polluent nos océans, là, c'est peut-être pas nécessairement des humains. C'est peut-être quelqu'un qui a un agenda contre les humains, mais aussi contre les aquafariennes, peut-être. J'ai pas fait de recherche puis j'ai pas vu quelque chose, mais tu me poses la question, m'a cherché là-dessus. Parce que j'ai entendu dire qu'il y a des conteneurs carrément de plastique qui sont fait vider dans les océans volontairement. Là. Oui, je pense que l'ère industrielle a amené un paquet de problèmes. Là. Mais, c'est clair.
C'est clair que la reine. Si je me réfère par rapport aux Aquafarians, si moi je fais des liens avec, c'est sûr, avec l'histoire, là, avec les écrits anciens. Poséidon fait partie des écrits chez les Grecs, où Platon en parlait aussi. C'est vraiment le fait que, d'après les écrits anciens, autant chez les hindouistes que chez les Sumériens, que chez les Mayas ou même chez les Dogons, on en parle, d'ailleurs, on en parle en début de spectacle. Les sirènes avec les Dogons, hein? Oui, il en parle. Donc, le fait qu'il y ait des civilisations ou des races qui vivent dans l'océan, des races humanoïdes, est un fait clairement établi dans les écrits anciens. C'est clairement établi. Il existe des civilisations à l'intérieur de ces océans-là, sont très loin, sont indétectables pour les humains en ce moment. Mais encore là, non, elles ne sont pas indétectables. Elles ont été détectées, ils savent qu'ils sont là. Les militaires, avec leurs sous-marins nucléaires, croyez-moi, je veux juste vous affirmer quelque chose, là. Si quelqu'un est capable de contredire le fait qu'il n'y a pas d'autres races existantes dans l'océan ou à l'intérieur de la Terre en ce moment, puis qui amène des arguments solides pour prouver le contraire, je suis hyper ouvert à écouter ces arguments. Écrivez-nous. Ouais. C'est ça, écrivez-nous, hein? Mais je veux dire, les Aquafarians, ça fait partie d'une race et d'un ensemble de races. Okay? Donc, leur agenda, ça serait quoi, eux autres? Leur agenda, c'est de protéger la biodiversité, c'est de faire en sorte que, au point de vue des fréquences, l'humain puisse se synchroniser. Parce que la chose, si tu veux booster une fréquence, là, mets les deux pieds dans l'eau puis tu vas le voir. Quand on est link, je veux dire, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre. Là. Je veux dire, t'es sur la plage, t'es groundé, puis ça va bien. Là. Ben, je vais donner l'exemple d'électricien, parce que tu parlais d'électricien un peu plus tôt en pré-prod. Puis, pense-y 2 secondes. Là. Mets tes deux pieds dans l'eau puis touche un fil dans le 110. Dans le 120, je veux dire. C'est clair que c'est électrisant. Hein? Vous allez voir à quel point l'eau, ça transmet. Le son se promène beaucoup là-dedans aussi. Puis, mais les vibrations, à la base, ça, c'est intéressant, les vibrations, parce que le son est un outil sous-utilisé dans notre technologie actuellement par le commun du mortel. C'est ce que les Aquafarians, c'est ce que les Aquafarians essayaient d'enseigner avec les Blue Aliens, si tu veux le son. Mais je veux dire, tu es en train de lire un beau livre là, sur les hindous, là, tu sais, avec les mantras, hein, les sanskrits. Oui, tu l'as vu, mon livre. Hein? Ah non! Je me suis gâté, là. Tu t'es gâté rare. Mais je veux dire, même les hindous avec les sanskrits qui chantaient les mantras, qui méditaient les mantras, les Tibétains avec leurs mantras aussi. Je veux dire, en Amérique du Nord, la même chose, donc, et partout dans le monde. Donc, le son, la connaissance du son, elle était présente, très, 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 très présente et utilisée, si tu veux, dans les anciennes civilisations, mais qui s'est perdue avec le temps et n'est quasiment plus utilisée aujourd'hui. Nous avons vécu une lobotomie totale. Oui. Je suis d'accord. Dans l'Antiquité. Il est arrivé, là, je lance ça. Peut-être que du monde va vouloir me lancer des roches, mais c'est pas grave, je suis assez solide, je vais les prendre. Il y a eu une guerre totale, probablement entre 8000 et 10 000 ans avant Jésus-Christ, là, quelque chose comme ça. Là. Et on a vécu une lobotomie collective solide. Mais c'est la fin de l'Atlantis aussi. Ça correspond à toutes les fins de toutes. Ouais. Le déluge, je veux dire. Pas de écoute, là. Okay. Ça a été le bordel total. Ouais. Puis à partir de là, on a reparti comme à zéro. Ouais. Mais ce shot-là, il a fallu se débrouiller par nous-mêmes. Il y a eu beaucoup moins de présence extraterrestre. Il y en a toujours. Maintenant, ça a recommencé à augmenter pour plein de raisons. Puis on est rendu à l'ère de la divulgation tranquillement. Mais je pense que ça se fait de façon très positive et que c'est quelque chose qui va arriver, qui arrive en ce moment. Depuis les 5 à 7 dernières années, je te dirais que oui, au niveau du collectif. Oui, c'est ça. Je veux dire... c'est rendu que mes ados me disent que leur
leur professeur leur dit s'ils croient aux extraterrestres, si oui, pourquoi, sinon pourquoi, donnez-moi des preuves. T'sais, on est rendu là au niveau du secondaire 3, 4, 5. Là, je sais pas pour vous autres au Québec, là, mais par chez nous... au Québec, en ce moment, là, c'est c'est de la merde. Je suis tellement contente de ne pas être là, si vous saviez. Les boys. Il y a des lumières au-dessus d'Orval, puis j'en avais parlé sur Facebook, là, puis je me suis fait rire de moi. Là. Oui. On les voyait, les lumières. Là, tu t'es fait rire de toi? Oui. Mais il était dans le Journal de Montréal, je comprends pas pourquoi. Je sais, mais le Journal de Montréal, il dit quelque chose, me semble. Des rencontres de CE1, c'est-à-dire des rencontres de type 1, de premier type. Je vais vous donner une moyenne de 1 à 4 fois semaine. Oh, c'est plus que ça. C'est juste que moi, j'ai eu pendant 1 an et demi entre la chute et Montréal et l'est de Montréal, en passant par la vieille route de Saint-Eustache, près de Mirabel. OK? Je les compte plus parce qu'il fallait que je passe à 4h30 du matin pour arriver à temps 8h à Montréal. Ça vous donne une idée, là? 4h30, 5h du matin. Il y a du trafic au-dessus de nous autres, hein? Mais là, attends, là, on parle des cigares. Toi, tu les appelles tic-tac, là, mais en anglais, ils disent cigares. OK? Ouais. Les cigares, les triangulaires, les ovales, les rectangulaires. Tu sais, je veux dire, name it, là, je les ai toutes vues à Mirabel. Just saying. Oui, mais les aéroports sont des lieux qui ne sont pas nécessairement juste pour transport civil commercial. C'est pas un hasard qu'ils soient là non plus. Hein? Non, mais tu sais... C'est pas un hasard qu'ils soient à Mirabel. Là, ils ont exproprié le monde. C'est pas un hasard qu'ils soient là. Non, c'est pas un hasard. C'est clair. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pensez pas que parce que ça se passe aux États-Unis, tu sais, il n'y a rien qui se passe au Québec. Puis je vous dirais... mais là, le Québec, c'est une terre très... comment je dirais? C'est très fertile. Ouais. Très sollicité. Ce qui semble être un fait qui commence à être solide, c'est que, tu sais, l'espèce de répression qu'on vit en ce moment au Québec, là, c'est pas pour j'amène ça, non, c'est pas pour rien, puis j'amène ça au fait que si tu sais pertinemment au point de vue international que tu as un pourcentage de starseed très important dans une telle région, tu vas les attaquer. Il faut les éliminer. Tu essaies de les garder dans un garde-robe le plus possible parce que tu sais que ce monde-là, c'est des revendicateurs puis qui sentent les choses. I know. Donc, le but... quand on parle d'agenda, c'est ça. L'agenda extraterrestre, comme je disais au début de notre émission, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'agenda extraterrestre, c'est un agenda de notre humanité en même temps. Ouais. Il y a de l'aide, il y a du monde qui nous nuise, mais il y a un plan de match en arrière et il y a un plan de match qui nous précède et il y a un plan de match qui va nous survivre. C'est clair. C'est pas tout le monde qui va être éternel en bout de ligne, on s'entend-tu? Là? Moi, juste me dire une chose aux gens, là, si vous pensez avoir peur du COVID, là, imaginez quand vous allez découvrir qu'il y a des extraterrestres qui vivent parmi nous. Et voilà. On est rendu là. Et qu'il y a des hybrides qui vivent parmi vous. Il y en a un paquet à part ça. Là. OK. Puis je veux dire que tu sais, quand on parle des hybrides, on parle des hybrides de type 1, 2, 3. Je veux dire, il y en a beaucoup plus qu'on pense autour du monde. Puis je veux juste vous donner une belle statistique, OK? Qui m'a jeté à terre. The MUFON Association dit qu'en 2021, il y a eu 8 millions d'Américains qui ont une expérience de type CE4 et CE5. C'est énorme. CE4, c'est les abductions et CE5, c'est les contactés. Oui, c'est ça. OK? Donc là, on ne parle pas de j'ai vu un ovni. Non, j'ai été abductée par un extraterrestre ou j'ai eu un contact extraterrestre qui était positif ou négatif. OK? Là, on ne parle pas, là, genre, tu sais, un petit vidéo sur YouTube, là. OK? Non, là, on ne parle pas non plus du monde qui n'ose pas parler. OK, ben c'est ça. Donc, juste avec MUFON Association, il en a répertorié 8 millions. Ouais. OK? Ça, puis c'est quoi? Ils disent, quand un parle, il y en a 9 qui ne parlent pas? À peu près, oui. Hein? Fait que 64 millions qu'il y a peut-être, hypothétiquement parlant, juste aux États-Unis. Suivez-nous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube et sur Queb TV. Queb TV, c'est le réseau des créateurs multimédia indépendants francophones. Faites un like et partagez nos émissions. Hey les amis, la semaine prochaine,
de quoi qu'on parle? Ben, la semaine prochaine, on parle de vibration. Je dirais aussi fréquence. Fréquence, j'aime bien ça, vibration, excellent. Voilà, on parle Ça de rouvre la tout porte à ça. un gros show, ça. Oh que oui! C'est un mot Buckle up! C'est un sujet qui vient beaucoup, mais est-ce que beaucoup de personnes le comprennent? Ça, c'est autre chose. Ouais. Puis Ouais, on ouais, sait que ouais. au niveau de l'univers, c'est tellement important, les fréquences et les vibrations. Ah, peut-être que je vais vous lancer un petit scoop. C'est pas quelque chose qui date de l'ère moderne, hein, en passant. Je dis ça comme ça. Moi, je suis plutôt quantique. Oh! Excellent. Hey, merci les amis. Ça fut une émission fort agréable. Notre première émission en vidéo. On était en podcast audio avant ça. On a passé aux vidéos. Fait que c'est un nouveau monde pour nous autres. On espère que le monde va aimer. Alors, merci les amis. Merci Karine. Merci François. On se reprend et bye tout le monde. À la prochaine. Salut! La jukebox du paranormal.